Pourquoi dans d'autres pays là dont vous venez de citer, vous n'avez jamais cité un pays où le fils a succédé à son père au pouvoir? Vous parlez seulement des postes stratégiques, qui est normal. Quelqu'un peut nommer son neveu, sa nièce et consort, ce n'est pas un problème. Mais parmi tous les exemples dont vous venez d'exhiber ici, j'ai jamais vu là, vous avez cité qu'il y a un président qui avait laissé son fils ou bien son petit frère. Vous voyez, partout dans le monde, même en Afrique d'ici, là où on est en train de dire que c'est un bon pays, il y a même des neveux qui occupent des postes. Et puis pour revenir, vous avez évoqué ici les choses de la Cour suprême. Qu'est-ce qui nous montre l'impartialité de la Cour suprême? Parce que peut-être la Cour suprême peut faire tomber des gens dans les erreurs. Un juge qui a été corrompu et il donne des résultats contraires. Moi, je pense que la Cour suprême aussi, dans des pays africains surtout, doivent être mis en cause. Tout à fait. Pour regarder l'impartialité. Parce que souvent, on se réfère, même s'il y avait des fraudes, si la Cour a tranché, c'est fini. Autant je voudrais respecter votre point de vue, Papa Rido, à l'instance de respect des institutions. Je pense que la population, franchement, ne donne pas attention à qui a le pouvoir. La population veut voir. Pourquoi on veut un différent président? C'est parce qu'on en a marre. C'est la seule raison pour laquelle les gens veulent un nouveau président. Parce que financièrement, ça ne va pas. Dans l'espoir que celui qui va arriver... Tout à fait. L'homme vit dans l'espoir. Les gens en ont marre parce qu'il n'y a pas de moyens de se faire soigner correctement. Il n'y a pas un salaire adéquat. Il n'y a pas des écoles dans leur village. Il n'y a pas des routes. Voilà pourquoi les gens veulent un nouveau président, espérant, avec le nouveau président, on aura une situation améliorée. Ce n'est pas parce que les gens haïssent le président ou n'aiment pas sa personne. Ce n'est même pas ça. Moi, je pense que, comme l'a évoqué M. Robert, il y a aussi dans d'autres pays qu'on ne citera pas, où les gens, bien qu'il n'y ait aucune personne qui ne fasse l'unanimité, il n'y a pas de président qui soit aimé de tout le monde. Mais le travail ne trompe. C'est-à-dire, ce qu'on voit visuellement, ce qu'on ressent socialement, à l'hôpital, à l'école, dans son assiette, ne trompe pas. Les gens veulent voir une amélioration. On sait qu'au Tchad, par exemple, il y a le président Déby qui est décédé et son fils a pris les serres du pays. Ce sont des choses contestées. Mais je ne pense pas que les gens seront tout à fait fâchés si son fils améliorait les choses. Les gens ne l'attaqueraient pas. Quitte le pouvoir, tu améliores les choses. Quitte le pouvoir, ça ne se fait pas. Les gens sont fâchés parce qu'il y a ça ne va pas. Les gens sont fâchés parce qu'il y a des députés qui se déplacent dans de grosses voitures, qui achètent des villas pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens sont fâchés parce que les politiques améliorent leur vie, leur famille, s'enrichissent pendant qu'il n'y a pas de l'eau à boire. Les gens sont fâchés pour ça. On nous demande de respecter les institutions. C'est bien. On respectera les institutions jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand que l'estomac des gens sera patient jusqu'à ce que... Vous comprenez de quoi je parle? Je suis vraiment... C'est le ras-le-bol. Les gens en ont marre. Je pense que c'est difficile de dire qu'il y ait une institution qui soit à 100% correcte. C'est vraiment difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, peu importe le pays ou les conditions, il y aura toujours quelque part quelqu'un en train de voler quelque chose. Mais pendant que vous volez ce qu'il y a de disponible, pourquoi ne pas penser au peuple? Pourquoi ne pas construire les routes? Pourquoi ne pas donner un salaire adéquat à tout le monde? Pourquoi ne pas avoir de l'eau potable pour tout le monde au lieu d'avoir un peu de champagne pour un groupe de personnes? Moi, c'est toujours dit. D'ailleurs, moi, je crois définitivement à la politique parce que pour moi, je peux dire que la politique égale mensonge. La politique égale mensonge? Oui. Waouh, la politique égale mensonge. Ah bon? Oui. Très intéressant. Vous allez je vais expliquer. La politique égale mensonge, pourquoi? Oui. Parce que vous savez, dans la politique, si vous adhérez dans un parti politique, il y a l'homogénéité des idées. C'est-à-dire, du coup, vous renoncez de votre liberté. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu adhères dans un parti politique, tu ne peux pas penser de ta juste mesure. Donc, si tu t'opposes aux idéologies des autres, là, tu deviens comme un dissident. Vous devez comprendre que les partis politiques, c'est une agglomération de gens qui ont les mêmes idées. C'est une agglomération de gens qui ont les mêmes idées. Et l'objectif, c'est d'aller au pouvoir et de diriger les pays. Maintenant, du coup, parce que tout ce qui est bien aujourd'hui, des idées qui peuvent être bonnes aujourd'hui, ne le seront pas forcément demain. Et souvent, en politique, lorsque tu te rends compte que les idées qui semblaient être bonnes aujourd'hui ne sont pas bonnes demain, tu changes les idées, on te renvoie, tu es limogé et qu'on s'en va. Pourquoi? Pour moi, je trouve que c'est une chose un peu compliquée. La politique est une question d'acquérir le pouvoir. Voilà. Non pas une question d'améliorer la vie des gens. C'est ce que vous essayez de dire en d'autres termes. Bon, là, c'est sur papier. Sur papier. Papa Rido. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, je pense qu'au départ, il faut savoir respecter les opinions des autres. Tout à fait, tout à fait. Je respecte son opinion, quand bien même je ne la partage pas. Il
C'est pourquoi ils pensent que la politique... Pour moi, je ne pense pas que quelqu'un, par exemple, peut s'engager en politique juste pour commencer à débiter des mensonges. Je pense que, quelque part, je ne pense vraiment pas que la politique, c'est du mensonge. Vous ne pensez pas que les gens viennent en politique pour se faire de l'argent, pour devenir riches, s'enrichir, acheter des villas, des grosses voitures, pendant que le reste du pays pétrit dans la misère et souffre? Je ne peux pas être affirmatif. Ok. Je dis, il y a des gens, effectivement, qui viennent de là-bas parce qu'ils ont une conviction, qui pensent qu'ils viennent réellement pour apporter un plus, pour changer. Il y a d'autres, effectivement, qui viennent parce qu'ils se disent, bon, c'est peut-être la voie la plus facile pour se faire de l'argent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le font par conviction. Ils pensent qu'ils s'engagent et un homme pareil pense que dès que je suis au pouvoir, je vais apporter mon plus, je vais me battre pour relever le niveau de la population, pour relever le niveau de son pays. Et ce genre de personnes, il faut quand même y croire. Je vous en prie. Mais si on vous interrompt pour Papa Rideau, comment on peut dire ça si en réalité, bon, supposez qu'il y a des gens qui veulent vraiment travailler dans l'objectif d'améliorer les vies des citoyens. Pourquoi est-ce que les vies ne s'améliorent pas en Afrique? Pourquoi est-ce que les gens vivent toujours sous le seuil de la pauvreté, dans la misère, la peine, le manque d'hôpitaux, les difficultés? Où sont ces personnes? Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Pour dire, par exemple, partout en Afrique, ça ne va pas. D'accord, je suis d'accord avec vous. Il y a des endroits, il y a des pays où ça marche, et il y a peut-être certains pays où ça va un peu moins bien. Je ne voudrais peut-être pas commencer à citer, dire à tel endroit ça marche, à tel endroit ça ne marche pas. Je dis, chacun est libre de faire un constat pour dire, il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits où ça ne marche pas. Mais je me dis que c'est possible de faire quelque chose. Il y a aussi d'autres endroits où vous trouvez des individus qui ont vraiment cette bonne volonté, mais qui parfois héritent des situations très difficiles. Vous êtes dans un trou où vous trouvez le pays se retrouver dans un trou pendant autant d'années. Et ce n'est pas facile de changer, d'améliorer les choses. Situation en très peu de temps. C'est quoi très peu de temps? Parce que ce serment-là, on l'entend très souvent. Très peu de temps. On a trouvé le gouvernement précédent a complètement détruit le pays. Et en 5 ans, on n'arrive pas de... C'est pas assez. On veut un autre mandat. C'est trop peu de temps. Mais par contre, on a vu Magufuli, par exemple, quand il a pris le pouvoir, en 5 ans, il a fait des changements incroyables pour son pays. C'était le nord et le sud. En 5 ans, il n'a pas dit que c'était très peu de temps, parce qu'on a l'impression que très peu de temps est devenu cet échappatoire général que tout le monde use pour justifier son incapacité, son incompétence. Je suis vraiment je suis d'accord avec vous. Et le président Magufuli, que j'aimais beaucoup, paix à son âme, il est parti très tôt. Je dis que c'était vraiment un des exemples pour l'Afrique. Tout à fait. Le très peu de temps ne doit certainement pas ouvrir une brèche, par exemple pour les 3e mandats et pour les autres. Je respecte les pays où peut-être, la population a peut-être accepté de ne pas entrer dans ce débat. Je dis, quand je me dis que j'ai un mandat et on me le renouvelle, bon, je dois pouvoir me dire que si c'est 10 ans, je fais un effort que pendant mes 10 ans, je laisse quand même des traces. Oui. Donc, effectivement, on doit quand même sentir qu'il y a un début de changement. D'accord. Même si le mal est très profond, mais au moins on doit se dire que ça commence quand même à changer. C'est comme vous le dites là en Tanzanie, le président Magufuli, effectivement, hein, tout au début, j'avais un œil un peu, je suivais un peu ce qui se passait en Tanzanie. Je peux quand même avouer que tout au début, peut-être que je l'avais un peu mal jugé. Tout à fait. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. En tout cas, je veux vraiment être honnête. Mais au moment, je l'ai vu poser des actes. Oui. Et honnêtement, le jour où le président Magufuli est décédé, j'ai eu mes yeux pleins de larmes. Comme quelqu'un que je connaissais. C'est évident, un président qui... Ça, je suis vraiment honnête. Tout à fait. J'ai beaucoup regretté. Il est parti très tôt. Papa Rideau, où sont ces personnes droites? Où sont ces politiciens corrects qui veulent avoir l'amélioration de l'Afrique? Où sont ces personnes qui sont censées prétendument être les bonnes personnes pour une justice correcte, pour
des finances correctes pour une amélioration sociale? On ne les voit pas. Où sont-ils? Y aurait-il plus de gens malhonnêtes que de gens honnêtes? Ou ils sont absorbés, engloutis par la présence de gens malhonnêtes? Ou ils sont peut-être dans un cas où on dit une bonne pomme ne se place pas parmi les pommes pourries parce que finalement on finit par devenir les mêmes personnes? Parce qu'on a vu dans beaucoup de pays, des gens avant de devenir actifs dans la politique, prenaient des bonnes choses, des bonnes valeurs. On veut voir une amélioration. Voilà, ceci n'est pas correct. Il doit y avoir des hôpitaux, des écoles. Finalement, dès qu'ils sont en politique, parlementaire, ils reçoivent un peu d'argent, c'est fini. Ils ne parlent plus. Ils se taisent complètement. Où sont ces bonnes personnes? Où sont-ils? Je crois que dans chaque pays, il y a ces personnes-là qui, en fait, ces oiseaux rares existent. Ce que je dis, je prends un peu de recul pour éviter de parler des individus, mais honnêtement, j'ai le courage de dire qu'il y a des gens qui existent. Monsieur Robert, vous pensez qu'il y a des gens honnêtes? Non, moi en tout cas, les gens honnêtes sont rares en Afrique, surtout dans les domaines politiques. D'accord. Et ce que moi je peux dire ici, il ne faut pas me laisser vous donner la parole. Oui, souvent, en Afrique, les gens ont mal compris la démocratie. Tout à fait. Parce que c'est la démocratie qui peut venir détruire toutes choses. Parce que la démocratie est la forme déguisée de dictature. C'est-à-dire forme déguisée de dictature. Oui, vous voyez. Okay. C'est une forme déguisée d'un régime dictatorial. Ok. Comment ça? Parce que dans un régime dictatorial, là, on vous impose des histoires. D'accord, ouvertement. Ouvertement, vous devez faire ça. Il n'y a pas de ligne grise. Mais en démocratie, on cherche à vous influencer. On vous donne l'impression que vous avez le choix. Vous voyez, on a tendance à vous influencer pour être amadoué de leurs idées machiavéliques qui n'ont rien à voir au développement des pays. Ok. C'est ça le problème. D'accord. Vous pensez que Parce que la démocratie nous a poussé à voter des gens qui ne méritent pas d'être votés. D'accord. Vous voyez. Qu'est-ce que vous proposez alternativement? Allez-y, papa. Enfin, papa Robert, je comprends. Ça, c'est votre point de vue. Je pense que c'est beaucoup plus un point de vue de déception, peut-être. Ok. Hein. Peut-être qu'il a passé par une déception. Ça serait quand même trop fort de dire que la démocratie, aujourd'hui en Afrique, c'est une forme voilée de mais papa Rido, si toute sa vie a été une déception, vous ne pensez pas que ce n'est pas seulement passé par une déception, il a vécu une déception pour toute sa vie et c'est tout à fait normal de dire que finalement, en 40 ans de vie, je pense que la démocratie n'est pas correcte. Ça ne fonctionne pas. Parce que passer par une déception, c'est un moment donné. Mais toute sa vie était une déception. En fait, je le dis avec un peu de réserve. Pourquoi? Je vais quand même prendre un exemple, l'Afrique du Sud. Ok. Je crois que tout n'est pas parfait. Mais je pense que papa Robert pourra quand même me confirmer que sur le plan de la démocratie, il y a quand même des avancées par rapport aux cas généraux que nous avons en Afrique. Je vais donner un exemple. Le président Thabo Mbeki n'avait pas fini son mandat. Nous sommes en Afrique. C'est son propre parti qui avait demandé, en tout cas, d'écourter son mandat. D'accord. Après le président Thabo Mbeki, nous avons eu le président Zuma. Et lui aussi, démocratiquement, comme le président Thabo Mbeki. D'accord. Le président Zuma n'a pas fini son mandat. À un moment, il s'est retrouvé dans des situations, je ne veux pas le juger, je laisse aux Sud-Africains d'apporter, effectivement, donc d'apporter chacun son point de vue, de le juger. Mais je sais que le président Thabo Zuma n'avait pas fini son mandat. D'ailleurs, quelques années après avoir quitté son poste de président de la République, bon, il a eu des démêlés judiciaires qui continuent encore. Poursuite jusque-là, oui. Et je crois que c'était un président africain qui a même été en prison. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique du Sud est un cas complètement différent du reste de l'Afrique? C'est ça que moi je voulais dire. Parce que l'ANC est un parti politique qui n'appartient pas à une personne. Bien que dans beaucoup de pays africains, on peut dire tel ou tel parti n'appartient à personne. Ça, ce sont des théories. Parce qu'on pratique, on sait à qui ça appartient. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu, vous-même personnellement, un parti politique en Afrique où on a carrément déclassé le président, où on a carrément mis à côté la personne la plus puissante. Je ne sais pas. Et puis moi, ce que je peux dire, l'Afrique du Sud d'abord, c'est de l'Europe en miniature. Donc si on donne l'exemple, moi je peux dire que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui se trouve en Afrique, mais ils ont l'idéologie un peu européenne. L'influence européenne, on peut des vies administratives et consorts. Tout à fait. C'est le seul pays africain où il y a les Blancs qui gouvernent. Oui, c'est l'Afrique. Mais moi, je trouve que l'exemple là de l'Afrique du Sud peut aller loin.
Si on peut comparer l'Afrique du Sud, on peut comparer l'Afrique du Sud avec la Turquie, la Belgique, donc dans des choses administratives. Vous estimez que l'Afrique du Sud ne peut pas être comparée aux pays subsahariens sur le plan démocratique? Jamais. Sur le respect des droits de l'homme, sur le respect... Jamais. Il n'y a aucun pays. D'accord. Je voudrais citer le cas du Sénégal. D'accord. Le président Abdoulaye Wade, je crois qu'à un moment, qu'il a donné l'impression qu'il voulait d'un 3e mandat. Ok. Ça n'a pas été possible. C'est l'Afrique. Et je crois qu'au Sénégal, les présidents sont en train de se succéder. On verra bien pour le cas du président Macky Sall. Mais on n'oublie pas, papa, que le Sénégal est classé parmi les pays les plus démocratiques d'Afrique, à côté du Ghana, les pays où J'allais arriver au Ghana aussi. Allez-y. Voilà, justement. Hein? Donc... J'allais arriver au Ghana. En fait, je dis, effectivement, c'est l'Afrique. Tout n'est pas mauvais. Il y a eu quand même une passation démocratique du pouvoir en République démocratique du Congo. Oui. Contesté. Bon, mais au moins, il n'y a pas eu de guerre. Mais largement contesté. Moi, je dis, c'est déjà un pas. Parce qu'il y a eu un président qui a été élu. Ça s'est passé, pas par les armes, mais par les urnes. Maintenant, de quelle manière ça s'est passé? Chacun peut juger. Certains pensent que c'était bon. D'autres qui disent peut-être c'était moins bon. Mais je dis, c'est quand même un pas. Mais beaucoup de personnes semblent ne pas être tout à fait reconfortées ou heureux de ce qui se passe. Partant du concept que le pouvoir sur place n'a pas été établi de manière conforme. Donc il y a beaucoup de positions, bien que je comprends tout à fait ce que vous dites, Papa Rido. Je crois que c'est aussi avoir un jugement sévère. Quand nous voyons d'où nous venons, je me dis c'est quand même une évolution positive. Et il y a des choses qu'il faut encourager. Là, directement, on peut aller dans la manière d'organiser les élections. Il faut corriger les faiblesses. Comment peut-on avoir des élections qui ne soient pas chaque fois contestées, et ainsi de suite. Je salue en passant la situation du Kenya. Le Kenya a eu des moments de tempête. Je peux compter le nombre d'élections qui se sont passées. Je me rappelle qu'il y a eu une des élections où je me trouvais au Kenya. Okay. Et bon, il y a eu un peu il y a eu la violence. Okay. Par rapport au Congo, c'est déjà un pas positif. La République démocratique du Congo, un pays de plus de 90 millions d'habitants, où la majorité vit sous le seuil de pauvreté. Okay. Un pays riche, un pays qui regorge de sources intarissables de ressources naturelles, un pays sans lequel beaucoup d'industries, de téléphonie, de voitures électriques et beaucoup d'autres, des satellites ne peuvent pas fonctionner. Comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui, les gens subissent les errements d'une situation qu'ils n'ont pas choisie, pendant qu'il y a des gens qui vivent dans la liberté, dans l'épanouissement, dans la richesse, et qu'il y a des gens qui souffrent? Où sont ces politiciens honnêtes qui peuvent combattre pour le droit de ces personnes qui sont faibles, pour ce peuple qui sont alourdis par le charge des meurtres, des tueries, des viols et de toutes ces difficultés qu'ils vivent aujourd'hui? Oui, allez-y. Moi, je pense que beaucoup de gens font de la politique pour le prestige. Ok. Mais il ne faut pas la politique pour l'amour du pays ou bien l'amour du peuple. Parce que sans l'amour, vous ne pouvez rien développer. Il faut d'abord avoir l'esprit là d'amour. Donc, toi, tu as mangé à ta faim. Et comment tu peux te contenter que ton voisin n'a rien mangé? Les gens sont égoïstes. Oui, donc c'est l'égoïsme total. Les gens sont égoïstes. Parce qu'avec les paix qu'on gagne, oui, si les gens ne sont pas égoïstes, on peut avoir quand même l'amélioration des vies quotidiennes des gens. Tout à fait. On a l'impression que les gens, même dans l'opposition, peu importe la situation, les gens s'opposent seulement quand ils ne mangent pas. À partir du moment où ils gagnent leur pain, ils ne s'opposent plus. Ils ne sont plus opposants. C'est fini. On a vu beaucoup de personnes à l'étranger, tout ça, pour ne pas citer de pays, vraiment crier sur des situations. À partir du moment qu'ils ont été invités, c'est fini, ils ne parlent plus. Et ça, c'est difficile à comprendre. Et puis pour ajouter, ce que j'ai vu en Afrique, surtout dans l'Afrique francophone, tu verras, il y a un parti politique, sur le père, mère ou bien il y a quelque chose, c'est son fils qui va hériter. Que ce soit en politique, même dans les églises. Même dans les églises. Donc, parce que les gens, c'est-à-dire, ne créent pas les partis politiques pour l'amour du pays, mais pour les propres intérêts. Tout à fait. Parce qu'un bon parti politique, on doit changer le leadership. Oui. Mais vous verrez dans beaucoup de partis, c'est le fils aîné qui a pris les relais, c'est les cousins. Mandela a des enfants. Les consorts. Nelson Mandela a des enfants. C'est appris, comme tu as dit, l'Afrique d'ici. Tout à fait. Et puis, je vais vous dire, l'ANC, c'est le seul parti politique qui a fait plus de 100 ans en Afrique. Donc, si les gens peuvent s'acquérir des connaissances, ils doivent aller en Afrique du Sud. Tout à fait. Mandela est décédé, il n'a pas légué son fils pour le remplacer. Oui. Zuma a des enfants, ils n'ont pas fait la politique derrière lui. Moi, je pense que c'est complètement injuste et c'est indémocratique. Ce n'est même pas démocratique, c'est contre-démocratique de penser de la sorte. Déjà, commencer cette mentalité, c'est vrai, on peut avoir des enfants qui sont assez
compétent pour assumer certaines responsabilités. Mais je pense que ce concept, selon lequel même dans les églises aujourd'hui en Afrique subsaharienne, où quand le pasteur meurt, c'est le fils qui prend les serres de l'église, c'est complètement injuste. Et on ne peut pas parler de démocratie ou d'amélioration ou de modernité si on ne revoit pas ces choses les plus élémentaires. Dans les mosquées, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même dans l'église catholique. Dans l'église catholique, ça n'existe pas. Ok. En fait, souvent, moi, je fais un effort pour ne pas avoir des positions trop tranchées. Ok. Je vais m'expliquer. Je vais revenir sur un point sur lequel vous avez un peu développé. Bon, il y a eu des élections au Congo. Ok. En la République démocratique du Congo. La Cour suprême a validé et a proclamé les résultats. Je crois que nous devons accepter ces résultats, nous devons nous conformer pour dire il y a eu élection, la Cour suprême a proclamé un vainqueur. Et je crois que ça fait aussi partie de cette culture. Mais si nous nous mettons à dire, par exemple, que la Cour suprême a validé les élections, a proclamé un vainqueur, et que par là, nous retournons, nous commençons à manifester, nous commençons à casser. Je prends l'exemple du président Raila, du premier ministre Raila. En tout cas, je salue, honnêtement, je salue c'est un comportement d'un démocrate. C'est vraiment un exemple. Tout à fait. Bien qu'il y ait eu quelques contestations, mais finalement, ils ont eu un terrain d'entente pour essayer de trouver des solutions. Il a dit, moi je vais contester par les voies légales. D'accord. Bon, ça ne l'a pas arrangé parce qu'il a perdu. Et pour la République démocratique du Congo, je dis, aujourd'hui, le président Tshisekedi, c'est lui qui est au pouvoir. La Cour suprême l'a proclamé comme président élu. Inclinons-nous. Moi, j'ai salué ça. Je dis qu'il travaille. Je salue quand même ce qu'il est en train de faire. Tout n'est pas parfait, mais il essaye. 2. Vous avez cité un cas ou bien quelques exemples. Ça veut dire, bon, en Afrique, on voit parfois, vous avez cité l'Afrique du Sud, le président Mandela est décédé, son fils n'a pas pris sa place. Vous avez parlé du président Zuma, Mbeki, et ainsi de suite. Moi, j'ai dit, ok, je suis d'accord, c'est vrai. Vous avez cité des églises, des pays. Moi, je vais aussi partir d'un principe. Je crois que nous ne devons pas non plus, c'est comme si nous voulons sacrifier aussi les enfants des leaders politiques qui méritent aussi d'être là. Parce que moi, je ne vois pas cette loi ou ces règles qui empêchent ces enfants de pouvoir demain accéder aussi au pouvoir. Si ce sont des voies démocratiques, ainsi de suite. Je vais m'expliquer, je vais atterrir. Prenons les États-Unis. Le président Trump, quand il était là, son gendre n'est pas devenu président. Mais il a eu à piloter des dossiers très importants, par exemple au Moyen-Orient. D'accord. Nous ne lui avons pas reproché d'avoir donné ces dossiers importants à son gendre. Son gendre, il faut rappeler que son gendre est un businessman réussi. Le mari d'Ivanka. Ivanka est un businessman réussi qui a beaucoup d'argent déjà avant de devenir son gendre. Donc c'est une personne déjà assez outillée sur ces plans-là pour pouvoir œuvrer dans cette œuvre. Il n'a pas été essentiellement choisi, on ne va pas exclure ce fait, évidemment, il n'a pas été choisi exclusivement parce qu'il est gendre, mais aussi parce qu'il a les capacités adéquates pour... Je suis d'accord. Oui, et puis pour... Le président François Mitterrand en France, je crois qu'il y a un de ses fils, je crois qu'il s'appelait Gilbert, qui était son ambassadeur itinérant. Je prends le président Jacques Chirac, qui avait pris sa fille, je crois Claude Chirac, comme sa conseillère, je crois, en communication, si je ne me trompe, ainsi de suite. Je dis, si la promotion, c'est seulement du fait que c'est le fils d'eux, là je dis, il faut quand même regarder 2 fois. Ok, Papa Guedo. Mais si... Pour ne pas vous giguler. Je vous en prie. Maintenant, pourquoi dans d'autres pays là dont vous venez de citer, vous n'avez jamais cité un pays où le fils a succédé à son père au pouvoir? Vous parlez seulement des postes stratégiques, qui est normal. Quelqu'un peut nommer son neveu, sa nièce et consort, ce n'est pas un problème. Mais parmi tous les exemples dont vous venez d'exhiber ici, je n'ai jamais vu là, vous avez cité qu'il y a un président qui avait laissé son fils ou bien son petit frère. Vous voyez, partout dans le monde, même en Afrique d'ici, là où on est en train de dire que c'est un bon pays, il y a même des neveux qui occupent des postes. Et puis pour revenir, vous avez évoqué ici les choses de la Cour suprême. Qu'est-ce qui nous montre l'impartialité de la Cour suprême? Parce que peut-être la Cour suprême peut faire tomber des gens dans les erreurs. Un juge qui a été corrompu et il donne des résultats contraires. Moi, je pense que la Cour suprême aussi, dans des pays africains surtout,
doivent être mis en cause. Tout à fait. Pour regarder l'impartialité. Parce que souvent, on se réfère, même s'il y avait des fraudes, si la Cour va se trancher, c'est fini. La question ici... Robert, on doit quand même faire un effort, papa Robert, pour aussi commencer à respecter nos institutions. Oui. Ok. Aux États-Unis, Trump a perdu. Bien que ça a été contesté. Et il continue à contester jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous voulons faire avancer la démocratie ou pas? Je crois qu'à un moment, nous devons nous dire, nous avons quand même des institutions. Faisons un effort, surtout en Afrique. Disons une chose. Nous avons commencé la démocratie, ça fait combien d'années en Afrique? Et les pays développés ont commencé avec la démocratie, ça fait combien d'années? Je dis, il faut améliorer. Il faut du temps, vous supposez. Oui, mais on doit quand même faire un effort. On doit essayer d'améliorer, on doit essayer d'avancer. Kadhafi fut un dictateur. La Libye n'a jamais été un pays démocratique. Mais vous connaissez l'histoire de la Libye. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la démocratie en Afrique a été mal interprétée. Donc la démocratie est un moyen, oui, pourrait être usé comme moyen de malheureusement endormir certaines personnes dans des situations très Kadhafi, c'est un grand dictateur. Autant je voudrais respecter votre point de vue, Papa Rido, à l'instance de respect des institutions. Je pense que la population, franchement, ne donne pas attention à qui a le pouvoir. La population veut voir. Pourquoi on veut un différent président? C'est parce qu'on en a marre. C'est la seule raison pour laquelle les gens veulent un nouveau président. Parce que financièrement, ça ne va pas. Dans l'espoir que celui qui va arriver... Tout à fait. L'homme vit dans l'espoir. Les gens en ont marre parce qu'il n'y a pas de moyens de se faire soigner correctement. Il n'y a pas un salaire adéquat. Il n'y a pas des écoles dans leur village. Il n'y a pas des routes. Voilà pourquoi les gens veulent un nouveau président, espérant, avec le nouveau président, on aura une situation améliorée. Ce n'est pas parce que les gens haïssent le président ou n'aiment pas sa personne. Ce n'est même pas ça. Moi, je pense que, comme l'a évoqué M. Robert, il y a aussi dans d'autres pays qu'on ne citera pas, où les gens, bien qu'il n'y ait aucune personne qui ne fasse l'unanimité, il n'y a pas de président qui soit aimé de tout le monde. Mais le travail ne trompe. C'est-à-dire, ce qu'on voit visuellement, ce qu'on ressent socialement, à l'hôpital, à l'école, dans son assiette, ne trompe pas. Les gens veulent voir une amélioration. On sait qu'au Tchad, par exemple, il y a le président Déby qui est décédé et son fils a pris les serres du pays. Okay? Ce sont des choses contestées. Mais je ne pense pas que les gens seront tout à fait fâchés si son fils améliorait les choses. Les gens ne l'attaqueraient pas. Quitte le pouvoir, tu améliores les choses. Quitte le pouvoir, ça ne se fait pas. Les gens sont fâchés parce qu'il y a ça ne va pas. Les gens sont fâchés parce qu'il y a des députés qui se déplacent dans de grosses voitures, qui achètent des villas pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens sont fâchés parce que les politiques améliorent leur vie, leur famille, s'enrichissent pendant qu'il n'y a pas de l'eau à boire. Les gens sont fâchés pour ça. On nous demande de respecter les institutions. C'est bien. On respectera les institutions jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand que l'estomac des gens sera patient jusqu'à ce que... Vous comprenez de quoi je parle? Je suis vraiment... C'est le ras-le-bol. Les gens en ont marre. Je pense que c'est difficile de dire qu'il y ait une institution qui soit à 100% correcte. C'est vraiment difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, peu importe le pays ou les conditions, il y aura toujours quelque part quelqu'un en train de voler quelque chose. Mais pendant que vous volez ce qu'il y a de disponible, pourquoi ne pas penser au peuple? Pourquoi ne pas construire les routes? Pourquoi ne pas donner un salaire adéquat à tout le monde? Pourquoi ne pas avoir de l'eau potable pour tout le monde au lieu d'avoir un peu de champagne pour un groupe de personnes? C'est l'égoïste. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça en disant ceci, que le social doit rester la priorité des priorités. On a vraiment besoin d'améliorer, que ce social-là soit amélioré. Améliorer le social, c'est dans tous les pays. Et la santé, tout ça, dès que ces conditions-là, on voit tous ces changements, effectivement, c'est un plus pour ceux qui sont au pouvoir. Et on ne fera pas attention que c'était le fils de tel qui est arrivé, ainsi de suite, il a succédé à son père. Si vraiment il y a un changement. Et comme vous l'avez évoqué précédemment, c'est vrai que l'Afrique n'est pas analogue. C'est-à-dire les problèmes africains ne sont pas exactement les mêmes partout en Afrique. Il y a des endroits où ça avance. Il y a des endroits où ça n'avance absolument pas. Bon, comment ça se fait qu'il y a des partis africains où ça progresse? On a mentionné le Sénégal, par exemple, pour ne pas entrer dans les détails. Il y a quelques poches ici et là où, sur le plan social, les gens se retrouvent un tout petit peu. Ils ont un petit salaire. On ne parle pas de la classe moyenne exclusive, mais en moyenne, les gens vivent une vie bien. Il y a des hôpitaux, pas seulement dans la capitale. Raison pour laquelle, dans certains endroits, vous verrez une grande masse de population seulement en capitale pendant que le reste du pays est complètement vide. Mais il y a aussi des institutions, il y a des bureaux, il y a des hôpitaux, il y a des moyens, il y a tout ce qu'on veut, des services à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en province. Personne ne se sent négligé. Et c'est ça qui m'étonne. Si un politicien, un président de la République peut quitter son pays pour aller soigner à l'étranger, il faut avoir honte. Oui. Il faut avoir honte.
Parce que qu'est-ce qui manque qu'il y ait des hôpitaux sophistiqués dans un pays? Donc un président qui prend son avion, je pars à France pour me faire soigner. Et tu es même fier de le dire. Donc ça doit remettre en cause ton capacité de ne pas développer un pays. Et du coup, la politique, c'est un projet. Voilà pourquoi les partis politiques ont les projets de société. Donc la politique n'est pas seulement la rhétorique, parler ça et cela, mais c'est un projet qui devrait bien aboutir. Moi, je pense, Papa Redo, qu'il faut rentrer sur les choses les plus élémentaires. C'est la productivité. La chose la plus importante, je pense que les Chinois l'ont compris. C'est la productivité seulement. Les gens n'ont ils ne veulent rien savoir sur qu'est-ce que la Constitution dit par rapport au temps qu'il faudrait faire en office ou pas. Les gens veulent voir, pendant le temps que tu étais là, tu as fait quoi? Effectivement. Concrètement, simplement pour une personne qui ne veut pas entendre des Français élargis, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce qu'il y a dans notre communauté? Y a-t-il des hôpitaux? Y a-t-il des moyens de survie? Est-ce qu'on a un salaire à la fin du mois? Est-ce que nos enfants peuvent aller à l'école et avoir de l'enseignement correct? C'est ça que les gens veulent voir. Beaucoup de pays ici, en fait, beaucoup de gens, comme vous l'avez dit plus tôt, les gens disent qu'en très peu de temps, on ne peut pas améliorer le pays. Mais si vous regardez, il y a des pays comme le Singapour, par exemple. Le Singapour a été colonisé. Le Singapour a vécu des difficultés. Même l'Inde. Mais aujourd'hui, le Singapour est beaucoup plus riche que les pays qui les ont colonisés. Au Singapour, un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Un Singapourien sur 35. Quelle a été leur stratégie? Leur stratégie était évidente. C'est la productivité. Okay? C'est le travail en communauté. Moi, je ne comprends pas chez nous. Peut-être que la démocratie n'est pas pour nous. Parce que à partir du moment, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un politicien, généralement en Afrique, vient faire la politique pour se faire de l'argent? Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on disait, je crois que tout au début de l'émission, qu'il y a des gens, effectivement, qui viennent aujourd'hui en politique rien que pour se faire de l'argent. Tout à fait. Effectivement, parce que, bon, peut-être qu'il y a des difficultés pour trouver de l'emploi. Commencer un business. Le raccourci, je vais en politique, là-bas, ça ira plus vite. Mais comment vous pensez pouvoir tacler ça? Comment pensez-vous pouvoir tacler ça? Quels sont les remèdes? Comment pouvons-nous séparer les politiciens qui sont là pour de l'argent, pour s'enrichir, des politiciens qui sont là réellement pour la cause du pays? Moi, je crois que je le lisais encore, c'est hier ou avant-hier, où on disait c'est ton vote qui rend le politique voleur ou quelque chose comme ça. C'est par notre vote. Je crois qu'il y a la sanction qui est là. La population doit prendre aussi ses responsabilités, doit continuer. Je sais que les gens le font. Je crois que... Comment est-ce que la population prend ses responsabilités? Physiquement, en marchant, en s'exprimant? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Bon, je ne suis pas partisan de la violence. Ok. Et je ne voudrais pas encourager la violence. Je dis que les gens s'expriment par des voies démocratiques. Les gens peuvent marcher tant que c'est légal, tout ça, on n'a pas... Parce que quand nous allons aussi casser, il faut encore reconstruire. Je dis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, les gens doivent pouvoir s'exprimer. Quand il y a les élections, que les gens ne puissent pas changer leurs opinions, parce que peut-être on a amené un t-shirt, parce qu'on a amené une casquette, ainsi de suite. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, dites non, celui-là était là apparemment. Il n'a pas défendu la population, tout ça. Il était là beaucoup plus pour lui-même. On ne le voyait pas, tout ça. Il faut sanctionner. Est-ce que vous pensez qu'en réduisant les salaires des politiciens, ça séparerait ceux qui sont là pour les bonnes causes de ceux qui sont là pour l'argent? Je dirais oui et non. Je dirais quand même que c'est anormal. On ne peut pas comprendre qu'il y ait peut-être des salaires trop élevés quand on retrouve une population qui, disons la population active, tout ça, avec des salaires qui sont vraiment très discutables. Parce que si le monde dit que les politiciens sont là pour l'argent, je pense que c'est évident, et qu'eux disent nous ne sommes pas là pour l'argent, dans ce cas, il serait clair, mettons l'argent de côté pour voir qui est vraiment là pour l'argent ou pas. Bon. Papa Robert, juste si je peux placer un mot, Okay. moi, c'est vraiment pas pour créer la polémique. Je dis, on doit comprendre cette population. Okay. Mais d'un autre côté aussi, je crois que nous devons faire un effort pour faire un peu évoluer peut-être nos mentalités. Je ne voudrais vraiment juger qui que ce soit par rapport à cette question. Mais je dis, d'un côté, on voudrait demander à X d'aller construire des ponts, d'aller peut-être construire des routes, d'aller amener des bancs, ainsi de suite. Ces gens-là, si vous ne le faites pas, vous savez que on ne va pas vous voter, on dira que vous ne donnez pas, vous ne faites pas ceci. Mais d'un autre côté aussi, je dis, bon, est-ce que c'est son travail? Parce qu'il y a un gouvernement qui doit. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'on doit tout faire. On doit remonter le niveau de vie de la population. On doit faire un effort pour que les gens puissent avoir un salaire décent. Bon, moi, pour répondre à ta question, moi, je peux dire, la plupart des dirigeants africains qui dirigent l'Afrique n'ont jamais été votés par la population. Ils sont au pouvoir par défaut.
Et parfois, on passe la population comme le bouc émissaire, qui est la population votée tel. Non, parfois, la population sont des victimes. Les gens se trouvent au pouvoir sans leur volonté. Moi, je vous dis. Comment vous verrez la commission électorale qui a pour un mec tel qui n'a pas mérité le suffrage. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc il y a une question de sans l'honnêteté et beaucoup de choses. Il y a un problème d'honnêteté quelque part. Voilà. On ne peut pas faire semblant. Si on fait semblant, on peut malheureusement pas faire semblant pour toujours. Il y a quelque part. S'il y a des contestations, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche peut-être quelque part. Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus organiser des élections pour les organiser. Oui. Okay. Nous parlons de la démocratie et nous voulons que les choses bougent, que les choses avancent. On doit aussi faire un effort pour que les choses soient organisées. Et comme je disais, proprement. Comment voulez-vous un pays de 100 millions d'habitants, ils ont arrolé seulement 20% pour aller aux urnes. Vous croyez que les 20% là seront à mesure d'élire un homme éligible qui a toutes les qualités requises pour diriger un pays? Bon, monsieur Robert, c'est ça le problème. On ne peut pas non plus scruter 100 millions de personnes, ce serait pas logique. C'est pas logique, mais vous voyez quand même là, nous la moitié quand même. Nous nous attaquons à l'abstention. Moi, je voudrais dire à la population. L'abstention là est due à la pauvreté et au manque de logistique. Ce n'est pas que beaucoup de populations ne veulent pas s'enrôler. Parfois, il y a des gens qui sont peut-être un peu lourds. De toutes les façons, même si je vais voter, est-ce que mon vote sera... Voilà. Ça ne comptera pas. Moi, je me dis, commençons d'abord par nous enrôler. Oui. Commençons vraiment par aussi, parce qu'on dit que quand vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéressera à vous. Tout à fait. Donc, il ne faudrait pas que les gens se mettent là à décider contre le peuple. Je crois que nous devrions aussi nous impliquer davantage, parce que si je prends seulement l'exemple de Papa Robert qui dit sur 100% de la population, il n'y a que 20%. Je dis ça, c'est vraiment l'abstention. Okay. Donc, on doit faire un effort et on doit réfléchir sur les mécanismes. Est-ce que les bureaux de vote sont éloignés, ainsi de suite. Papa Redo, je vous en prie. Après ce que 70 ans après l'indépendance, qu'est-ce que les politiques africaines doivent faire aujourd'hui pour une Afrique meilleure en 30 secondes? Bon, je dis qu'il faut éviter d'être égoïste. Il faut éviter de venir au pouvoir pour s'enrichir. Il faut vraiment aimer son pays, aimer son peuple. Je dois me dire que je fais un effort pour être élu, j'applique une politique, le jour où je ne serai plus là, au moins j'aurai laissé aussi des traces. J'ai fait quelque chose pour mon pays. Je dois aussi faire avancer mon pays. Tout à fait. Nous ne devons pas rester à la traîne tous les jours. Il faut faire les choses proprement. Il ne faut pas tous les jours des élections, on doit les contester, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, que je dois aimer mon pays, je dois travailler pour mon pays et faire en sorte que les choses se passent proprement. Monsieur Robert. Moi, je pense qu'il faut être un chauviniste, vous voyez. Donc, le sentiment exagéré de sa patrie. Parce que pour voir, les gens trouvent les nationalistes comme des radicalistes. Donc, si tu es nationaliste, donc un chauvin, donc tu as un sentiment exagéré de ton pays et de votre continent. C'est ça qui peut susciter le développement. On doit savoir que la politique, c'est un projet. Et voilà pourquoi, quand les gens font les campagnes électorales, il y a des projets qu'ils montrent aux gens. On va faire ceci, cela. Voilà pourquoi les gens votent. Parce que si ton projet est absurde, personne ne viendra voter. Maintenant, bizarrement, ces projets-là ne sont que bons par la rhétorique dans la campagne électorale. Mais une fois au pouvoir, on oublie. C'est ça le problème. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est très important ici de réaliser que les gens n'ont vraiment pas besoin de savoir qui est là, qui n'est pas là. Les gens veulent seulement savoir qu'ils ont à manger, que leurs enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent aller dans des hôpitaux les plus appropriés, que leurs conditions de vie est bien, qu'ils ont des routes, qu'ils ont des conditions bien dans leur village, qu'il y a du courant, de l'eau potable, qu'ils vivent bien. Autant vous, en tant que personne, politicien, réalisez que vous avez une opportunité de changer la vie des gens, autant je pense que ce devoir est spirituel et sacré. Il est donc important, pas seulement de prendre soin de soi, personnellement, et de ceux qui sont proches de soi, mais aussi de penser à la population générale, pour qui on doit nécessairement répondre. Merci infiniment à vous, c'est toujours un réel plaisir. Je sais que ce ne sera pas la dernière fois. À très bientôt. Au revoir.